La notion de rassembler, pour moi, est extrêmement importante parce que quand vous avez une entreprise qui a 90 nationalités différentes, il faut trouver la façon de faire travailler les gens ensemble. Daniel Lamarre a contribué à faire du Cirque du Soleil un leader mondial du divertissement. Il a géré la croissance fulgurante de l'entreprise pendant des années, mais il a aussi lutté pour sa survie pendant la pandémie. Amoureux des artistes, passionné des affaires, il excelle dans l'art de concilier les intérêts divergents. Son atypique, rassembler. Dans ma carrière professionnelle, je vous dirais, les grandes étapes, c'était d'abord lorsque j'ai travaillé chez Burson Marsteller, qui est la plus grande agence de relations publiques au monde. Ça m'a vraiment ouvert au marché international. Par la suite, je me suis associé à Luc Beauregard pour lancer le cabinet de relations publiques national. Et là, soudainement, je suis devenu entrepreneur. Donc, c'était un apprentissage important. Par la suite, un coup de cœur. Je deviens président du réseau de télévision TVA. Et là, ça a été pour moi un autre pas important parce que là, je devais me familiariser avec le milieu financier parce que TVA est coté à la bourse. Le plongeon le plus périlleux, c'était d'aller au Cirque du Soleil parce que là, je plongeais à l'aveugle, dans le vide, pour quelque chose que je ne connaissais vraiment pas. Le pouvoir de conviction de Guy Laliberté, qui avait lu dans une des entrevues que j'avais données à TVA que je voulais faire carrière internationale. Et là, il me dit en badinant, ça n'arrivera pas à TVA, c'est impossible. Alors, nous, on est international. Donc, le jour 1 où tu viens au Cirque du Soleil, là, tu vas avoir une carrière internationale. La notion de rassembler, pour moi, est extrêmement importante parce que quand vous avez une entreprise qui a 90 nationalités différentes, il faut trouver la façon de faire travailler les gens ensemble, d'apprendre à faire affaire avec différentes cultures parce que c'est très différent de négocier avec les Japonais que de négocier avec les Américains ou avec les Chinois ou avec les gens en Angleterre. Et au cirque, on a une philosophie qui est le spectacle doit être la vedette. Donc, dans une industrie où souvent les artistes ont des égos surdimensionnés, le fait de dire aux gens, non, à partir d'aujourd'hui, on va se mettre au service de l'œuvre. Et l'œuvre, c'est le spectacle. Et c'est comme ça qu'on se rassemble autour de la scène, autour du spectacle. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça, pour moi, c'est ce qui me motive à tous les jours d'aller au bureau, de négocier des nouveaux spectacles pour offrir des emplois à des artistes. Quand j'étais à TVA, c'est un fonctionnement qui est relativement simple. C'est qu'il y a des gens qui créent des programmes, puis il y a des gens qui vendent la publicité. Alors, je pouvais être assez directif à ce moment-là, et les gens suivaient les directives qu'on donnait. Au Cirque du Soleil, c'est beaucoup plus complexe, mais je vous dirais aussi qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus être dirigés. Ils veulent être convaincus de la vision de l'entreprise. Moi, j'aimais bien vendre mes idées. Et cette notion de vente passait très mal au Cirque du Soleil. Les gens au Cirque du Soleil n'aiment pas les vendeurs. Alors, au début, j'avais vraiment un problème d'image avec l'équipe. Il a fallu que je change mon style et d'arrêter de vendre et de plutôt convaincre. Et c'est très différent, parce que quand vous vendez, vous arrivez avec vos arguments massus et au fond, vous ne donnez pas vraiment le choix aux gens. Quand vous devez convaincre, ça vous permet de consulter chemin faisant, d'améliorer votre idée et d'avoir les gens. Donc, ça prend plus de temps. Il faut comprendre ça. Ça prend plus de temps. Mais lorsque les gens ont adhéré, vous allez être beaucoup, beaucoup plus productif que lorsque vous imposez des décisions et que les gens réagissent mal. On est deux êtres éminemment différents à tout point de vue. Donc, Guy, c'est le fonceur, c'est le leader charismatique, c'est celui qui a 1000 idées à la minute et qui veut tout faire tout le temps. Moi, je suis beaucoup plus calme,
Et la raison pour laquelle ça a bien fonctionné avec Guy, je dis souvent aux gens, je n'ai jamais dit non à Guy Laliberté. J'ai toujours dit à Guy, oui, on va l'évaluer. Je prenais ses idées. Avec nos équipes, on évaluait ses idées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il comprenait les chiffres. Alors, quand je revenais avec lui et que je lui présentais un projet qui, financièrement, n'avait pas de bon sens, la rencontre durait 2 minutes. Il me regardait et disait, bon, tu veux me dire que ça ne fonctionne pas? J'ai dit, oui, OK, parfait, on passe à une autre idée. On a eu un désaccord un jour devant le comité exécutif et ça a beaucoup déstabilisé l'équipe. Et je me rappelle, après, je suis allé voir Guy dans son bureau. Guy était très content de notre désaccord. Il dit « Hey, Daniel, c'est formidable. On a pu discuter, argumenter devant l'équipe. C'est vraiment incroyable qu'on peut être transparent. » Et j'ai dit « Guy, je regrette. C'est une très mauvaise idée. Parce que contrairement à ce que tu penses, les gens n'ont pas apprécié notre désaccord. Ça les a beaucoup déstabilisés. Alors, quand on aura des désaccords, on va venir dans ton bureau, on va s'enfermer, on va régler notre désaccord, mais pas devant les gens parce que ça les déstabilise. La négociation avec les Beatles a définitivement été la plus difficile parce que pendant 30 ans, les Beatles avaient toujours dit non à toutes les entreprises de spectacle qui voulaient faire un spectacle avec leur musique. Et je me rappellerai toujours la première rencontre qu'on a eue avec eux, c'était à Londres. Tout ce qu'il y avait dans le building, c'était des agents de sécurité. Et tout ce qu'on entendait dans le building, c'était « Les gens du Cirque du Soleil s'en viennent, les gens du Cirque du Soleil s'en viennent. » Et là, bang, je me retrouve avec les Beatles. Je voulais me pincer parce que j'étais un grand fan. Et on s'assoit et Ringo dit OK, quel est votre pitch? Quels sont vos arguments? Et Guy dit il n'y a pas de pitch. Vous êtes une force de création. Nous sommes une force de création. On est ici pour voir si on peut travailler ensemble. Et je me rappelle, Ringo s'est retourné vers Paul et il a dit « Wow, ça c'est un changement. C'est un changement drastique. » Eux voulaient être rassurés qu'on allait bien traiter leur catalogue musical. Et nous, on leur a dit non seulement on va être respectueux de votre œuvre, mais on va travailler avec votre producteur de musique, George Martin. Et ça a été l'élément déclencheur. Je ne suis pas un leader charismatique. Je ne suis pas celui qui va arriver en avant, qui va impressionner les gens, mais je suis celui qui est près des gens. Si vous vous placez de votre bureau de dirigeant et que vous dites « mes employés ne me comprennent pas », bien, ils ne vont jamais vous comprendre. Pour qu'ils vous comprennent, il faut que vous les compreniez. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de me rendre non seulement à la cuisine et au chapiteau, mais au siège social, c'est la même chose. Je vais à la cafétéria, je me promène sur le plancher, j'écoute les gens et je vais savoir comme ça rapidement s'il y a un problème ou quel est le moral des troupes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Mon comportement fait que ça rassemble. Parce que les gens disent, ce gars-là, c'est pas seulement quelqu'un qui se préoccupe des affaires du Cirque du Soleil, mais il aime vraiment ce que l'on fait. Le temps investi à comprendre vos employés vont faire que votre entreprise va devenir plus productive. Au Cirque du Soleil, vous passez d'un marché à un autre. Moi, le moment qui est le plus énervant dans une journée, c'est quand j'écoute un bulletin de nouvelles. Parce que les chances sont extrêmement fortes qu'une des nouvelles, peu importe d'où elle vient dans le monde, va affecter le Cirque du Soleil. Prenez la guerre en Ukraine et en Russie. J'avais un bureau à Moscou que j'ai fermé dans l'espace de quelques heures. Alors, il faut continuellement s'adapter à ça. Il faut être conscient que dans une troupe du Cirque du Soleil, vous avez des artistes russes qui travaillent avec des artistes ukrainiens. Donc, vous devez être sensible à cette situation-là. J'aime beaucoup consulter parce que quand vous consultez, ça vous permet de débattre avec les gens et de vous faire une meilleure idée. La bonne affaire, heureusement, c'est qu'à la fin de la journée, comme disent les Anglais, je suis capable de prendre une décision.
dans un marché en particulier, il y avait une grande controverse et on devait décider si on allait aller dans cette ville-là ou pas. Et c'était très tendu. Je me rappelle, j'ai eu un comité exécutif où il y avait beaucoup d'émotivité, où les gens d'affaires disaient « on va y aller » et où les gens artistiques disaient « on ne peut pas y aller, ça ne correspond pas à nos valeurs ». Et je me rappelle que j'avais dit au début de la rencontre « ce n'est pas une démocratie ici, donc je vais décider ». Donc, il ne faut pas juste consulter pour consulter. Les gens s'attendent d'un leader qu'il va prendre des décisions et c'est ce que j'ai fait au cours des 20 dernières années. J'ai été formé pendant toute ma carrière à gérer des crises. Donc, quand il arrive une crise, je sais que la chose la plus importante, c'est de garder son calme et de garder le focus sur les enjeux qui sont là. Alors, je pense que les gens, parce que les gens, malheureusement, souvent s'énervent quand il arrive des situations déstabilisantes, je pense qu'ils retrouvent chez moi la sécurité parce que par mon calme, ils voient que je vais prendre les bonnes décisions. C'est clair que j'ai, comme tout le monde, de l'anxiété, de la nervosité, mais je pense que je le contrôle bien. Et la plus grande qualité, j'avais dit ça en entrevue, ça avait beaucoup déçu. J'ai dit, ma plus grande qualité, c'est que je dors bien. Et moi, je pense que le fait que j'ai pas de problème de sommeil, ça fait que quand j'ai des situations tendues, je suis prêt à faire face à la musique. La pandémie, on le sait, a été atroce pour le Cirque du Soleil parce qu'en l'espace de 48 heures, on n'avait plus d'entreprise, on n'avait plus d'employés, on n'avait plus rien. Et je me rappelle toujours, il y a 2 choses qu'on a fait dans la pandémie qui ont fait qu'on est encore ici aujourd'hui. La première chose, et ça a bien fait rigoler, c'est que le premier matin, on se retrouve, on est seulement 3 dans cet immense édifice. Et je dis à mes 2 collègues, mon comptable et mon avocat, je dis, là, il faut être créatif. Et là, ils me regardent comme si j'étais un hurluberlu. On dit, ben Daniel, t'as pas compris, là. On n'a plus d'entreprise. Je dis, non. Il faut absolument que la marque du Cirque du Soleil demeure vivante malgré la pandémie. Alors, il nous reste un peu d'argent. On va créer une équipe. Et on a créé Cirque Connect, où on a diffusé sur les plateformes et les médias sociaux du contenu à toutes les semaines. 12 mois plus tard, il y a 70 millions de personnes qui avaient visionné nos contenus. L'autre chose qu'on a bien fait, c'est que quand on s'est départi de nos employés, on a agi, même si légalement ils n'étaient plus nos employés, on a agi comme s'ils étaient encore nos employés. Surtout avec nos artistes, où une fois par mois, on leur disait « Écoutez les amis, on va revenir, c'est sûr qu'on va revenir, mais pour qu'on revienne, il faut que vous soyez en forme, s'il vous plaît, entraînez-vous. » Et c'est pour ça qu'on a pu revenir rapidement. Imaginez-vous la négociation avec les banquiers. Vous leur dites « Je n'ai plus de spectacle, je n'ai plus de revenus, et incidemment, j'ai besoin de 350 millions pour relancer l'entreprise. » L'élément qui les a convaincus, c'est lorsqu'on leur a montré que 70 millions de personnes à travers le monde étaient en attente du retour du Cirque du Soleil. Un jour, j'ai appris qu'à l'université Stanford, il y avait un MBA en bonheur. Alors, j'ai dit, moi, je vais aller là, je veux comprendre c'est quoi la recette. Stanford a fait beaucoup d'études sur le bonheur. Il y a une chose qui sort de toutes les recherches qu'ils ont faites, c'est que les gens qui sont les plus heureux dans la vie sont les gens qui connaissent leur raison d'être. Et je me rappelle, la dirigeante de ce programme-là m'avait regardé puis elle m'avait dit « Et toi, Daniel, c'est quoi ta raison d'être? » Et moi, j'avais dit spontanément, ma raison d'être, c'est d'offrir des emplois aux artistes. Parce que les artistes, il y a moins de 1% des artistes qui peuvent réussir correctement financièrement à partir de leur passion. Et ça, c'est ça qui fait que je me lève le matin, je suis de bonne humeur, je me dis, est-ce que je peux réussir à créer d'autres emplois aujourd'hui?